et qui donc, après ces 25 heures, nous ont amenés dans cet endroit-là, le savent. On était très loin de cette frontière maritime. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont cherché à mentir? Pourquoi est-ce qu'ils ont tenté de mentir? Parce qu'ils ont cherché à maquiller la réalité, parce qu'ils ont cherché à la rendre légale et à rendre notre geste illégal. Et donc, à partir de là, à tirer du droit une légitimité, non seulement pour me faire enfermer, mais une légitimité politique qui leur permette de perdurer. Or, ce qu'ils avaient fait, et c'est ce qui permettrait ma libération quelques jours plus tard, à savoir arrêter un avocat parce qu'il avait défendu son client, était inconcevable et inacceptable. Et le faire accuser à son tour de terrorisme, d'association de malfaiteurs et ainsi de suite, et lui faire encourir la perpétuité, dans le seul but, non de l'effrayer lui, non de m'effrayer moi, mais de vous effrayer vous, et de vous montrer que ce pouvoir tiendrait contre une quelconque offensive, était quelque chose d'inacceptable et qui ne saurait être toléré. Et la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu, y compris des Gilets jaunes en France, y compris des Gilets jaunes, pour vous dire à quel point votre lutte a trouvé des échos loin des palais, loin des pouvoirs. Cette mobilisation a permis de me sauver, et quelques mois plus tard, de sauver tous ceux qui étaient alors encore enfermés. Lorsque je suis rentré à Rebeuss, j'ai décidé de le faire pieds nus, comme cela a été raconté, pour une raison très simple. Je considérais que j'étais face à des violeurs, des gens qui ne méritaient nul respect et qui n'avaient aucun droit sur moi. Et donc j'ai refusé d'avoir aucun lien à leur égard, de me dégager entièrement de leur part. Ce n'était pas un geste calculé. De la même façon que cesser de boire et de manger pendant ces 3 jours s'imposait. Le fait de ne pas leur parler, si ce n'est pour dire cette phrase qui a été rappelée, « Seule la lutte libère », n'était pas un choix. C'était une obligation, une évidence. Et quand je me suis retrouvé dans cette cellule, sur ce lit que Jamil Sané prendrait à ma sortie, dans un chassé-croisé extraordinaire, alors qu'il m'avait accueilli à Dakar, après qu'on se soit croisé dans la cave, souriant de se retrouver au même moment sans pouvoir se parler, évidemment, pour ne pas mettre en difficulté ceux qui nous avaient aidés. Après avoir réussi à sortir de toutes ces opérations de déstabilisation grâce au courage, j'allais dire à l'inconscience d'Alpha Bocarso, qui pendant ces 4 jours m'a protégé avec les siens, avec Ndion Lo, avec le lutteur Dolé qui est là, Ilzine Dolé. Avec Asrouma et Ngalou aussi. Vraiment, ce courage qui leur a coûté cher, qui leur a coûté la liberté, était fondamental. Ce n'était pas un caprice, ce déplacement. Il ne s'est pas levé. Ce n'était pas un caprice parce que, évidemment, ce que l'on cherchait à faire, c'était rompre, ce qu'on a toujours cherché à faire, c'était rompre l'impression d'impunité de toute puissance qui habitait alors ce pouvoir. On avait déjà réussi quelques semaines avant, collectivement, à faire reculer le président de la République, Macky Sall, mais qui du coup n'était pas prêt pour une autre défaite. Il pensait, en renonçant à ce 3e mandat, en début juillet, d'avoir fait ce qu'il avait à faire, et qu'à partir de là, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait faire, y compris donc arrêter Ousmane Sonko. Et il nous appartenait de lui montrer que les premières limites qui avaient été fixées, à travers notamment notre communication au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, concernant la commission de crimes contre l'humanité au Sénégal, qui, rappelez-le, avait été rendue publique le jour d'une visite de Macky Sall à Paris, qui était censée consacrer la normalité de ses comportements, consacrer l'utilisation de tirs à balles réelles contre la population, consacrer son inscription dans l'ordre international. Cette communication, évidemment, avait permis d'empêcher cette normalisation et l'avait isolée et mis de côté avec un impact extraordinaire auquel il ne s'attendait absolument pas. Il appartient aujourd'hui au Sénégal de décider quelle sera la voie qu'il souhaitera suivre en ce qui concerne cette question fondamentale de l'impunité et de la justice rendue aux 60 martyrs, aux milliers de blessés et d'emprisonnés qui auraient pu autrement voir leur sacrifice demeurer en vain. Il y a plusieurs options. Celle de la réparation, qui a été annoncée par le président de la République, m'apparaît minimale, nécessaire, mais minimale.
Il apparaît essentiel de procéder, comme l'a annoncé le Premier ministre, lors de cette journée dont parlait mon confrère Bamba Cissé, d'opérer une purge, et une purge massive, qui évite des événements comme celui que l'on a connu aujourd'hui. Il n'est pas acceptable que des personnes qui ont commis, au détriment du droit, des actes à l'encontre de citoyens sénégalais demeurent dans des positions de privilège, demeurent dans des positions de pouvoir dans ce pays. Nous le devons, à mon sens, aux nombreuses personnes qui se sont sacrifiées pour cette cause et qui ne se satisfont pas simplement de ce changement de pouvoir, mais qui nécessitent qu'il y ait un engagement réel pour changer les structures de ce pouvoir et éviter que ces violences ne se reproduisent. Alors, le Sénégal a le choix. Il a le choix de la justice internationale et de la Cour pénale internationale, ce chemin que nous avons ouvert, qui est parfaitement factible, et que le Sénégal pourrait renforcer en saisissant de lui-même la Cour pour qu'elle se saisisse à son tour de cette question. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les Sénégalais souhaitent mettre leur destin entre les mains d'une institution internationale dont on sait à quel point elle est sous influence et à quel point elle a été fécondée pour servir un projet qui n'est pas un projet souverainiste, qui n'est pas un projet sénégalais et qui n'est pas un projet africain. Il est tout à fait possible au Sénégal de créer une cour spéciale ou des mécanismes spéciaux qui permettent de juger et de sanctionner les personnes qui ont commis ces méfaits. Il lui est parfaitement possible et probablement préférable de se saisir d'elle-même de cette question de la justice et de s'occuper d'elle-même de ceux qui ont souillé ces institutions et sa démocratie. Pour cela, il faudra du courage. Du courage car il s'agit d'adopter des dispositions légales et peut-être constitutionnelles qui soient en rupture avec ce à quoi les hommes politiques sont habitués, à savoir négocier, transiger et se protéger. Je viens d'un pays, la France, qui sombre entre des mains oligarchiques et dont l'effondrement est en train de peser sur ses anciens partenaires et alliés, y compris le Sénégal. Aujourd'hui, la France est prédatrice et lourdement détestée dans de nombreux pays parce qu'elle manque de ressources pour elle-même et elle va donc les chercher à l'extérieur, tirer des profits pour essayer de se régénérer et de continuer à alimenter ses classes dominantes au détriment des peuples où elle agit. Il y a longtemps qu'au Sénégal, des grandes entreprises françaises ne sont pas venues, non pas pour investir, pour apporter des capitaux, pour permettre à ce pays de se développer, mais simplement pour capter des ressources et continuer à maintenir ses états d'asservissement. Cette situation, les Sénégalais en souffrent autant que le peuple français. Et il est fondamental que vous soyez conscients du fait que la même main qui a frappé les Sénégalais pour maintenir ce régime clientéliste, qui était le régime de Macky Sall, est celui qui frappe, est celle qui frappe le peuple français, que ce soit lors des mobilisations des Gilets jaunes, de manifestations contre la retraite, ou plus récemment sur les questions palestiniennes, c'est cette même main avariée, putride, qui cherche à dévorer les dernières cellules saines qui existent dans ce pays pour s'assurer que les ressources restent concentrées entre quelques mains au détriment du reste du peuple, soumis, exploité et pillé. Ce sont les mêmes oligarques qui agissent ici et là-bas et qui ont tout fait pour s'assurer que Macky Sall puisse continuer, soit directement, soit à travers son candidat, à agir. N'oubliez jamais comment M. Ba fut reçu par la France après les événements de juin 2023, avec les honneurs par le Premier ministre, pour l'introniser comme le candidat de ce pays, ici, au Sénégal. N'oubliez jamais que la France, le gouvernement français, n'a jamais dit un mot, comme l'a rappelé Ousmane Sonko, pour condamner les violences qui étaient commises contre le peuple sénégalais. Le gouvernement français d'aujourd'hui était prêt à tout pour assurer la continuité qui lui préserve son influence sur ce territoire, y compris, comme on l'a vu avec l'affaire Karim Wade en janvier, intervenir et violer son propre droit pour essayer de favoriser des candidatures au détriment d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Et donc à partir de là, l'idée que le droit serait autre chose qu'un instrument du politique
me semble difficile à concevoir. Celui qui est en adversité à l'égard du pouvoir. Et vous l'êtes encore aujourd'hui. Parce que si vous avez réussi à faire libérer Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, vous restez dans un système dominé par ceux qui, hier, vous réprimaient et aujourd'hui continuent encore de vous exploiter. Et ce système-là, sénégalais, reste inséré dans un système beaucoup plus large d'asservissement et d'exploitation, contre lequel il faudra encore des années pour achever cette troisième phase de décolonisation qui s'annonce non seulement au Sénégal, mais dans de nombreux pays d'Afrique, et plus généralement du Sud global. Et si je suis à vos côtés, c'est parce qu'en France, je me bats aux côtés des mêmes damnés de la Terre qui souffrent, comme vous, de ce même système d'exploitation et qui sont utilisés comme des pions par ces mêmes personnes pour continuer à assurer leur prospérité contre toute évidence. Et cette solidarité-là, fondamentale entre peuples, ne sera jamais instrumentalisable par ceux qui, à un moment ou un autre, prétendront que Ousmane, comme ils l'ont fait, que Ousmane Sonko était un anti-français, qu'il était là pour s'attaquer à des gens, à des individus. Non, non, non. Ousmane Sonko est venu pour rendre sa souveraineté au peuple sénégalais et a aujourd'hui une responsabilité majeure au regard des sacrifices qui ont été faits pour le protéger, à l'engagement extraordinaire qu'ont eu les confrères et le peuple sénégalais pour s'assurer que cette mission soit menée à bien. Et il va avoir besoin de l'engagement de chacun face à la trahison qui partout affleure et qui à tout moment cherchera à le déstabiliser et à éviter la concrétisation de ce projet. Et donc à partir de là, la position qui est la mienne ici, qui est celle d'un serviteur. Moi qui ai eu la chance unique, à un moment donné, de porter la parole d'un homme qui incarnait la volonté d'un peuple et qui pour cela était réprimé, enfermé, mais aussi sali. Et n'oublions jamais que peut-être le plus grave qu'a connu ce pays n'a pas été tant la détention et l'emprisonnement de ses principaux représentants politiques, de la mutilation et les violences commises à l'égard de simples citoyens comme Pape Abdoulaye Touré, c'est peut-être la salissure que l'on aura tenté d'infliger à cet homme pour des raisons politiques. Je n'oublierai jamais, et je tiens à ce que ce soit su par tous, et ces mots vont vous heurter, mais il faut que vous les entendiez. Lorsque, plaidant devant la Cour de justice de la CEDEAO, sur invitation de l'un de mes confrères, craintif déjà d'une institution à laquelle je n'avais nulle confiance, j'ai entendu le juge ivoirien, M. Ouattara, commencer à parler du sperme frais retrouvé sur le corps d'Adji Sarr. Lorsque je l'ai entendu dire ces mots et tenter de dégrader de la sorte un homme qui était déjà emprisonné, qui avait réussi à établir son innocence, y compris devant un tribunal fait pour le condamner. Car il faut rappeler ce miracle d'avoir réussi à établir l'innocence d'Ousmane Sonko face à des juges dont il était exigé qu'ils le condamnent. Cet homme innocenté, qui voit sa parole portée par deux confrères, dont mon éminent Clédor Cirelli, respecté dans toute l'Afrique de l'Ouest, se retrouve devant une instance internationale où l'on entend cet homme prononcer ces mots. Je veux que tous les Sénégalais le sachent, pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité nos ennemis sont arrivés, pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité ces institutions supposément internationales, censées servir la souveraineté des peuples ouest-africains, sont arrivées pour nuire à un homme et à un peuple et légitimer leur démarche que rien ne pouvait légitimer. C'est face à ce monstre, aujourd'hui, que vous vous battez et que vous aurez à vous battre. C'est face à ce monstre, aujourd'hui, qu'Ousmane Sonko et son gouvernement ont à se battre. Et il faut que vous soyez très attentifs à ce que la capacité que vous avez eue à subvertir l'humiliation que l'on a tenté de vous infliger, cette humiliation qui est le principal instrument politique des dominants, cette humiliation qui est la pire trace que la colonisation ait laissée, bien plus grave encore que les coups de fouet, que les exécutions, que les violences physiques, la tentative de rabaisser, de mettre à bas, cette tentative que l'on a cherché à nous affliger à tous pendant cette procédure et pendant ces années. Encore aujourd'hui, dans des commentaires dans la presse inacceptables au sujet de cette conférence. Cette humiliation,
C'est l'arme que nous n'aurons jamais à utiliser, qui nous différenciera toujours de toujours, et contre laquelle nous aurons toujours à lutter. Et le politique, le sens du politique, consiste à renverser l'humiliation en la collectivisant. Parce que l'humiliation est un acte individuel. On essaye de vous isoler, de poser sur vous un stigmate, de rompre le lien qui vous unit aux autres opprimés. Et ce faisant, vous désactivez et vous effondrez politiquement. Et la fonction du politique et la noblesse du politique, c'est de réunir ces opprimés. C'est de réunir ces personnes que l'on a cherché à écraser, et c'est de les mettre devant la scène, après la victoire, pour leur dire « nous serons là pour vous protéger ». Nous avons tous, ici, à l'exception de mes deux confrères, été détenus. C'est symboliquement très important que nous soyons aujourd'hui devant vous et devant ces caméras pour pouvoir vous dire non seulement que nous avons vaincu, mais que nous serons là pour vous, et quoi qu'il arrive, du côté des oubliés de l'histoire, pour les protéger contre tout excès que quiconque chercherait à sur lui appliquer. Je voudrais vous remercier d'être là en conséquence, parce que votre présence nous permet de collectiviser ce sentiment, de nous rendre compte que nos efforts n'ont pas été vains, et de continuer à servir avec cette force qui nous a menés jusqu'à vous, et qui continuera à nous mener là où on nous demandera de l'aide, là où des humiliés réclameront qu'un regard les rétablisse dans leur dignité et leur rende cette souveraineté qu'on leur aura volée. Merci beaucoup. Merci, Maître Juan Branco. Bon,